Le maréchal Idriss Déby Itno passe l'arme à gauche. La nouvelle est tombée depuis quelques heures. Il a succombé à des blessures reçues au front alors qu'il venait d'être réélu à la tête du pays. Actualité à suivre en début d'édition. Diplomatie également à la une de cette édition avec l'excellence des relations entre la Suisse et le Burkina. Une diplomatie agissante qui se traduit par l'augmentation de l'enveloppe de la coopération, plus 20% pour les années à venir. Précision sur le renouvellement de la confiance en quelques instants. À suivre également dans ce journal l'impact de l'insécurité sur la gestion des forêts dans la région de l'Est. Braconnage, destruction de la faune et de la flore avec comme conséquence le risque de disparition de certaines espèces. La situation est préoccupante, nous dirons nos reporters sur place. Merci de nous suivre. La nouvelle fait depuis quelques heures la une des réseaux sociaux et de certains médias. Le maréchal Idriss Déby Itno n'est plus. Le président tchadien vient de succomber à des blessures reçues au front alors qu'il venait d'être réélu à la tête de son pays. Le président tchadien au pouvoir depuis 30 ans est décédé ce mardi, annonce le porte-parole de l'armée tchadienne. Idriss Déby aurait été blessé ce week-end alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du Tchad et aurait succombé à ses blessures. Son décès intervient quelques heures après l'annonce de sa réélection à la tête du pays pour un 6e mandat. La présidentielle avait eu lieu le 11 avril dernier, date à laquelle le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad avait lancé son offensive depuis ses bases arrières en Libye. Samedi, le gouvernement tchadien avait affirmé que l'offensive dans les provinces du Tibesti et du Kanem avait pris fin, mais des combats avaient repris dimanche. Aussitôt après l'annonce de la disparition du maréchal, un conseil militaire de transition de 18 mois est mis en place et dirigé par son fils. Un conseil qui a décidé de la fermeture des frontières et institué un couvre-feu. L'évolution de cette actualité à suivre dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, l'axe Ouagadougou-Berne se porte à merveille, en témoigne le renouvellement de la coopération entre le Burkina et la Suisse. Pour les 5 années à venir, l'enveloppe de l'appui budgétaire de la Confédération helvétique passe de 70 milliards à 90. Les secteurs bénéficiaires de cette diplomatie agissante dans ce reportage de Lassina Ouattara et Marguerite Douagneau. Sauvegarder les acquis de développement, réduire les souffrances des populations et répondre à l'urgence humanitaire, promouvoir la paix et faciliter la gestion des conflits. C'est sur ces bases que la coopération suisse au Burkina Faso lance ses activités pour les 5 prochaines années. La Suisse a décidé de donner à nouveau pour les 5 prochaines années 150 millions de francs suisses. Investir ça dans différents projets. Le premier point, c'est absolument l'eau. L'autre question, la population, c'est 1 milliard. Le Burkina Faso est l'un des pays prioritaires d'intervention de la coopération internationale suisse. Elle soutient les efforts du gouvernement burkinabé pour la réduction de la pauvreté et le développement durable. Le montant d'appui que nous avions l'année passée a été augmenté de 20%. Donc nous sommes passés de 70 milliards qu'ils injectaient dans notre budget à près de 90 milliards de francs CFA d'appui donc à notre gouvernement pour pouvoir réaliser des projets prioritaires. Alors cela témoigne aussi de la qualité, de l'excellence des relations que le Burkina Faso entretient avec la Confédération suisse et en tout cas souhaiter que la réponse qui est tant attendue au niveau national concernant l'amélioration des conditions de vie des populations et l'amélioration donc de l'adversité sécuritaire puisse trouver un écho auprès donc d'autres partenaires qui pourront aussi emboîter ce pas et nous appuyer. La Suisse concentre ses actions dans les secteurs de développement économique local, gouvernance et démocratie, éducation de base et formation professionnelle, mais aussi appui macroéconomique et enfin le secteur de la culture. Le programme ainsi lancé couvre la période de 2021 à 2025. La stratégie pays de la Banque africaine de développement, elle est à son terme. Sur la période 2017-2021, ce sont plus de 400 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour des projets de développement au Burkina. Avec quel bilan? Les cadres des deux parties sont en conclave depuis hier avec au menu le bilan de la stratégie et la préparation de celle de la période 2022-2026. Précision avec Rasmane Zundi et Sébastien Zongo.
Experts de la BAD et de l'administration burkinabé sont face à face et par visioconférence à cette rencontre. C'est un cadre de dialogue pour passer en revue le document stratégique 2017-2021 contenant les secteurs d'intervention de la Banque africaine de développement. Sur ces 5 années, près de 400 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour une douzaine de projets. Le plus emblématique, c'est bien sûr la route de l'Est, Fada-Ngourma, jusqu'à la frontière du Niger, mais également tout ce qui concerne la production de l'énergie, donc l'interconnexion électrique entre le Nigeria, Niger, Burkina, Bénin, qui permettra au Burkina Faso dans un premier temps d'importer de l'énergie pour compléter sa production, mais aussi à terme de pouvoir exporter vers ces pays-là sa production en solaire qui est en train de monter en puissance. Il s'agit aussi de s'imprégner des priorités du gouvernement dans le cadre du référentiel de développement en cours de finalisation pour préparer la nouvelle stratégie pays 2022-2026. Le facteur handicapant le plus important à travers la mise en œuvre de ce DSP, c'était donc les questions de l'insécurité. Mais la Banque africaine de développement, avec donc les dispositions ou les flexibilités que nous les connaissons, ont entrepris en tout cas de travailler à ce que la question donc de l'insécurité soit intégrée dans le DSP à venir pour que nous puissions négliger maintenant les risques de nos mises en œuvre des projets et plutôt optimiser donc les conditions de réussite. Les participants à cette rencontre ont une douzaine de jours pour présenter les résultats de leurs travaux. Vous l'aurez rectifié, il s'agit d'une enveloppe de 400 milliards de francs CFA. Également en conclave dans la capitale burkinabé, les experts des 17 pays de l'espace CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie, eux, sont à la recherche de stratégies communes de sécurité alimentaire. Ils ont précisément pour mandat de faire le point du processus d'élaboration de cette politique basée sur la constitution de stocks pour parer à toute éventualité. Sur cette rencontre, nous en savons davantage avec Adama Guiti et Estelle Judith Assogba. Le Burkina Faso, pays hôte de cette rencontre régionale, partage ici son expérience en matière d'élaboration de sa stratégie et de sa politique de stockage des réserves de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour notre pays, la stratégie a révélé un certain nombre d'actions urgentes à entreprendre pour que nous puissions donc mieux gérer nos stocks. D'abord, il y a nos infrastructures de stockage qu'il faut remettre en ordre. Il y a également l'informatisation donc des opérations techniques et aussi la gestion des stocks, il faut les informatiser. Et il y a le cadre réglementaire, institutionnel qu'il faut aussi adapter pour nous permettre donc d'assurer une meilleure gouvernance de nos stocks. Nous pensons que le Burkina a un bon document. Les 15 États de la CEDEAO, le Tchad et la Mauritanie se prêteront également à cet exercice durant cette session. Des présentations qui permettront aux différents acteurs que sont les points focaux des ministères en charge de l'agriculture, les consultants nationaux et les experts internationaux de mieux apprécier le contenu des documents élaborés. C'est pour vraiment amener les pays à finir les dernières étapes pour avoir leur politique nationale de stockage, pour que la région puisse vraiment en bénéficier. Si chaque pays a sa politique nationale, ça va mettre en synergie les efforts. Si certains pays ont déjà adopté leur politique nationale de stockage de sécurité alimentaire, d'autres par contre traînent encore les pas. Occasion pour ces acteurs de répertorier les difficultés qui freinent le processus et d'y apporter des solutions, car tous les pays doivent être prêts d'ici à fin mai. Les politiques nationales de stockage de sécurité alimentaire permettront aux pays de l'espace CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie de faire face aux éventuelles situations de crise alimentaire.
Et le Burkina Faso, qui se dote d'une stratégie nationale de relèvement des personnes déplacées internes en cours d'élaboration, elle devrait à terme permettre un retour progressif de ces personnes dans un environnement plus sécurisé. Le comité de suivi a été installé ce matin en présence de Paul David Bambara et Vincent Kendrebe-Ogo. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires entament le processus d'un relèvement des personnes déplacées internes. Ce matin, le ministre en charge de l'action humanitaire installe le comité de suivi du processus d'élaboration d'une stratégie nationale assortie d'un plan d'action. En clair, le gouvernement veut travailler à un retour progressif des déplacés à leur terre d'origine. Le relèvement s'entend comment aider ces personnes déplacées internes avec les populations hautes qui les accompagnent à retourner soit dans leur zone de départ, on appelle les zones de départ ou les zones d'origine, ou identifier une zone qui leur sera favorable pour qu'elles restent et continuent à vivre. Plus nous aurons des zones sécurisées, plus les personnes voudraient repartir dans leur zone de départ ou identifier les zones plus sécurisées où ils seront à même de se développer. Il faut accompagner rapidement les retours parce que quand il y a les zones sécurisées, il ne faut pas laisser ces zones vides. Il faut que les zones soient occupées par les populations afin de permettre que d'autres personnes malsaines n'occupent pas ces zones déjà sécurisées. À la date du 31 mars 2021, plus d'1 147 000 personnes déplacées internes étaient dénombrées, réparties dans toutes les régions du pays, selon Laurence Ilboudo. Les membres du comité qui entrent en fonction sont issus de plusieurs départements ministériels et de certaines agences des Nations Unies au Burkina Faso. Leur objectif, suivre l'élaboration de la stratégie nationale de relèvement des déplacés avec l'intervention d'un consultant à recruter. On en vient à cet autre titre de l'actualité, l'impact de l'insécurité sur la gestion des ressources fauniques dans la région de l'Est. Une région qui détient à elle seule 70% de la faune nationale, une faune dont la gestion est rendue difficile du fait de l'insécurité. Conséquence, les actes de braconnage sont devenus légion. À cela s'ajoute la destruction de la forêt avec le risque de disparition de certaines espèces. Le constat depuis Fada avec Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Les aires de protection faunique de la région de l'Est sont estimées à environ 1 100 000 hectares. Cette région héberge le parc national W, le parc national d'Arli et plusieurs autres réserves de faune et de zones synergétiques. Notre région regorge pratiquement 70% de la faune du Burkina Faso. Et on y rencontre les éléphants, les lions, les panthères, les buffles, les hippotragues koba, les corbes de Buffon, les corbes de Fassa, etc., etc. Ce patrimoine naturel, autrefois bien protégé, souffre aujourd'hui de plusieurs maux. L'insécurité en est la cause. Il y a l'augmentation de certains actes prohibés, tels que le braconnage, tels que le pâturage illégal, tels que la coupe abusive du bois. Face à une situation comme celle que nous vivons, il faut s'adapter et nous continuons de mener les activités sur le terrain. Plusieurs acteurs vivaient de la protection et de l'exploitation de ces aires fauniques et forestières. Ils craignent la disparition de certaines espèces rares. Même si la situation s'améliore, on peut faire au moins 20 ans sans se rattraper. Parce qu'il y a des espèces, des animaux qui ont perdu. On ne peut plus les voir. Parce que, sauf les animaux qui peuvent se déplacer et des centaines de kilomètres. Ce sont eux seulement qui sont toujours en vie. Même il y a des espèces d'arbres même qui disparaissent. On ne peut plus passer. Il y a des arbres qu'on ne peut plus planter. La commune de Madjouari est située à l'intérieur du complexe W Arli Pendjari. Pour les habitants de cette commune, la situation est dramatique. De tous les 4 côtés, on est entouré par la forêt. Alors que nous savons bien que les bandits là sont dans cette même forêt-là. La gestion de cet environnement est un peu difficile pour nous. Tu ne peux pas poursuivre quelqu'un, un braconnier, et les terroristes te poursuivent. Quand nous on était à Arli,
vraiment il y avait tout. L'environnement était bon. Actuellement, le braconnage a ravagé. On n'a plus d'animaux sauvages. Le désespoir de ces acteurs est grand. Les yeux sont tournés vers l'État burkinabé. La manière que la zone était gérée pendant 60 ans, l'État, vraiment, nous-mêmes, on ne peut pas croire qu'en 2 ans, 3 ans, l'État va laisser des gens, des individus venir rentrer, finir notre héritage. Si c'est une négociation, si ça va passer par une négociation, si ça va passer par autre chose, nous, on souhaite que vraiment ils voient ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour que les gens de l'Est ne soient pas tout détruits. L'économie de la région de l'Est est fortement tributaire des dividendes du tourisme synergétique et de la chasse. L'impact de l'insécurité sur la gestion des forêts a porté un coup dur à cette économie. Cette double commémoration à présent, la 25e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 18e journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Commémoration portée par l'association des victimes d'accidents du Burkina au menu des activités de sensibilisation. Le reportage de Amadou Ilboudo et Moumouni Soubega. Selon la Caisse nationale de sécurité sociale, plus de 3000 cas d'accidents du travail ont été enregistrés au Burkina entre 2019 et 2020. Des chiffres qui confortent davantage l'AVABF, l'association des victimes d'accidents du travail au Burkina Faso, dans sa bataille contre ce phénomène. Et pour toutes les victimes qui ont témoigné, il vaut mieux prévenir que guérir. Devant les immeubles, il y a les fils électriques de la haute tension qui passent. Voilà, je me suis rendue là-haut et comme c'était un lieu de service, et malheureusement le bras a touché les fils électriques. Donc aux travailleurs, aux usagers, faites sérieusement attention. Au regard de ces chiffres, l'AVABF et ses partenaires IAM Gold, la Carrefour et la CNSS ont opté de renforcer la sensibilisation. Et ce sont les grandes entreprises qui sont ciblées. La 25e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 18e journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Ce sont deux activités que le ministère de la fonction publique organise chaque année et nous participons en tout cas depuis très longtemps à ces événements-là. Et cette année, nous avons décidé de venir à Kossodo ici pour sensibiliser dans les entreprises de la zone de Kossodo. La CNSS a un volet prévention des risques professionnels qui consiste pour nous à accompagner toutes les entreprises qui sont affiliées à la CNSS en matière de prévention. Du 20 au 27 avril 2021, l'AVABF compte donc sillonner plusieurs entreprises pour sensibiliser les patrons et les ouvriers sur la nécessité de prévenir les risques d'accidents du travail. C'est en 1996 que l'AVABF, l'association des victimes d'accidents du travail au Burkina, a été créée. Rendons-nous à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle pour le constat des efforts fournis pour maintenir l'hygiène dans cette formation sanitaire. Un protocole strict d'hygiène est développé et mis en œuvre. Le constat de Daouda Ouattara et Pascal Kane. Hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, il est 6 heures. Une armée de femmes nettoyeuses envahissent l'hôpital pour le rendre propre avant l'arrivée du personnel et des patients. Ici, l'hygiène est aussi prioritaire que les soins et c'est lui, Dr Dori, qui est chargé d'y veiller. Dès l'entrée de l'hôpital, les dispositifs de lavage de mains sont à la disposition des usagers. C'est le début d'un long processus de protection des travailleurs et des patients. Il y a aussi les dispositifs de distribution des solutions hydroalcooliques. Donc tout ça pour que le patient puisse les utiliser déjà, pour ne pas amener des germes de la ville, mais aussi pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure pour ne pas prendre des germes à l'intérieur. Ça c'est un élément, mais il y a aussi le nettoyage des surfaces qu'on fait régulièrement, donc au moins 3 fois par jour en fonction des sites et de la criticité des lieux de soins. Ces mesures-là sont systématiques et bon, nous sommes souvent très exigeants, c'est ce qu'il faut pour pouvoir donc maintenir le cap et prévenir toutes ces infections. Parce qu'à l'hôpital, c'est un milieu très spécifique à risque et les jeunes qui sont là-bas sont surentraînés, tout comme les militaires. Et donc, il faut des mesures strictes également pour pouvoir donc éviter toute contamination. Le processus est contraignant et n'est pas toujours accepté par les usagers, mais tous apprécient le résultat.
Accompagnateurs de malades et travailleurs sont satisfaits de l'hygiène au sein de l'hôpital, même si des efforts restent à faire. Le petit constat que je peux faire, c'est que les va-et-vient des patients perturbent ces activités et parfois, c'est-à-dire rendre sale le travail déjà fait. Déjà 2 heures de temps après, vous constatez déjà que tout le travail qui est fait commence par devenir sale. Sinon, les gens s'attellent quand même pour rendre l'hôpital propre. Ça va un peu. Les femmes font des efforts, ils nettoient chaque jour. Ces côtés accompagnants, souvent, ils sont réticents. Ils jettent des trucs par-ci, par-là. La propriété aussi n'est pas trop ça, du côté des accompagnants. Sinon, point de vue nettoyage, en tout cas, ça va un peu. Autre particularité à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, la gestion des toilettes. Celles qui sont réservées aux visiteurs sont étroitement surveillées. Après chaque utilisation, elles sont nettoyées. Résultat, elles sont relativement propres malgré la pression. On a chargé des personnes qui s'occupent de l'hygiène de ces sites-là, surtout les sites externes, et parce qu'ils sont fréquemment utilisés, et donc c'est lavé fréquemment pour pouvoir éviter toute contamination. Il y a aussi des dispositifs de lavage des mains qu'on a prépositionnés à côté pour pouvoir permettre aux gens, aussi bien avant de rentrer qu'à la sortie, de pouvoir faire l'hygiène des mains correctement. Seul bémol, l'hôpital ne dispose pas d'incinérateur. Les déchets, très souvent dangereux, sont stockés et transportés jusqu'à Bobo de Lasso pour traitement. Les défis les plus importants des responsables de l'hôpital. Un coup d'œil sur les quotidiens pour finir à ce journal. Dans leur parution du jour, nos confrères de la presse écrite parlent entre autres de crise foncière, de réconciliation nationale, mais aussi de la journée nationale du paysan. La lecture croisée de Boukari Ouedraogo. Les paysans du Burkina Faso vont converger vers Manga pour la 22e journée nationale du paysan. À 72 heures de l'événement, le ministre Salifou Ouedraogo monte au créneau, selon aujourd'hui au Faso, pour faire l'état des lieux. Un ministre satisfait de l'avancement des travaux préparatoires, nous précise le quotidien de Tassidoya. Pour cette 22e édition, le format de l'organisation a été révisité du fait de la crise sanitaire, souligne l'Express du Faso. Le journal poursuit en précisant que toutes les activités vont se tenir en une seule journée avec un nombre limité de participants, 400 délégués de producteurs et non 1500 comme à l'accoutumée. Et ces 400 délégués seront face au président du Faso pour un échange direct aux questions de trouver des solutions pour l'essor du secteur agro-silvopastoral, mentionne le journal Le Pays. Les parutions du jour ont aussi accordé une bonne place à la réconciliation nationale, notamment la fin du mandat du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCRON. Le quotidien de Tassidoya souligne que le HCRON a remis son rapport d'activité au président du Faso. Pour mieux comprendre ce rapport, le journal Le Pays a donné la parole à Léandre Bassolé, président du HCRON. Et sans détour, il soutient que sans l'établissement des faits et l'avènement de la vérité, la construction de toute réconciliation s'apparenterait à l'édification d'un château de cartes. Des propos qui divergent avec la compréhension d'Abraham Nian qui s'est prononcé dans le journal Le Quotidien, et il reste droit dans ses bottes en affirmant qu'il faut arrêter de faire croire au Burkinabé que tant que l'on n'a pas fait la réconciliation, le Burkina ne peut pas avancer. Autre actualité traitée par les quotidiens du jour, la crise foncière. Selon Sidoya, une commission vient d'être installée et a pour mission de faire ressortir les grands mots, des solutions urgentes et des pistes pour des solutions plus pérennes. La durée de leur mandat, 21 jours, pour réformer tous les textes du foncier, pour sortir un dispositif législatif et réglementaire unifié pour le pays. En attendant l'assainissement du secteur, l'Express du Faso propose déjà des solutions qui se résument à négocier des logements à prix social pour les Burkinabés et non distribuer à chacun une parcelle. Voilà pour le point de l'actualité en français en cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent tout à l'heure à 14h. À demain.